Bonjour à tous, bienvenue pour ce séminaire, ce webinaire que nous avons organisé aujourd'hui et qui a pour thème la légionellose, vigilance et prévention. Un enjeu de santé publique que nous allons donc aborder avec le docteur Carinco. Pour rappel, ce webinaire est organisé par le CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur et par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de son plan santé-environnement, son plan régional. Docteur Philippe Carinco, bonjour. Vous êtes chef de service d'hygiène au CHU de Nice. Vous êtes médecin hygiéniste au CEPIAS PACA. Donc le CEPIAS, c'est le centre d'appui et d'expertise des affections associées aux soins, anciennement maladie nosocomiale. Docteur Carinco, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs de ce webinaire ? L'objectif principal est de rappeler qu'il existe ce risque infectieux particulier lié à l'utilisation des eaux, en particulier des eaux chaudes, sanitaires, mais pas seulement. Et donc de rappeler à tout le monde quelles sont les bonnes mesures de précaution dans ce contexte de danger réel pour un certain nombre de nos concitoyens. Très bien. Alors, simplement vous dire qu'à la fin des interventions, donc nous aurons un temps d'échange, où vous pourrez poser toutes vos questions, un temps d'environ 20 minutes. Ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible prochainement sur le site du CRES. En attendant, nous vous invitons, dans la mesure du possible, d'éteindre, de couper vos micros, vos caméras. Voilà, ça permet d'éviter tout l'arsène. On a une petite assistance technique dans le chat si jamais vous ne savez pas où se trouve la caméra et le micro. Docteur Carinco, c'est à vous. Merci. Alors cette maladie, la légionellose, est une maladie de découverte récente, puisqu'elle a été identifiée à la suite d'une première épidémie, bien que c'est probablement une maladie plus ancienne, mais elle a été découverte grâce aux moyens mis en œuvre lors de cette épidémie à Philadelphie en 1976, où il est réuni un congrès d'anciens combattants du Vietnam. Quand on dit anciens combattants, aux États-Unis à cette époque, juste à la fin de la guerre du Vietnam, donc juste après, ça concernait surtout les principaux officiers supérieurs qui avaient été en charge pendant cette guerre, donc de l'encadrement des soldats. Et il se trouve que dans cet hôtel, à l'issue ou pendant ce séminaire, on a observé plus de 180 cas d'une pneumonie, dont 29 personnes sont décédées. Et donc ça a posé le problème de savoir ce qui s'était passé réellement lors de cet événement. Et donc tout a été mis en œuvre pour comprendre ce qui s'était passé. C'est à cette occasion qu'on a donc découvert cette bactérie qui avait des caractéristiques inconnues à l'époque de pouvoir se développer à l'intérieur des cellules pulmonaires. On ne savait pas à l'époque, on ne s'en doutait pas que des bactéries pouvaient se développer à l'intérieur des cellules. Et lorsqu'on a fait toute l'histoire, on a fini par trouver quel était le mécanisme d'infection. Ça naissait d'un système de climatisation qui avait la caractéristique d'être réhydraté pour maintenir, donc on pulvérisait de l'eau, si vous voulez, dans les circuits de climatisation pour pouvoir maintenir un certain degré d'humidité. Et c'est cette eau qui était chargée en légionelle. On a eu d'autres épidémies nombreuses depuis qui ont été décrites, mais j'en ai gardé que 4 pour vous en parler. En 98, au cours de la Coupe du Monde à Paris, dans le public, si vous voulez, qui était venu de l'étranger en particulier pour regarder cette coupe ou pour participer, on a eu une vingtaine de cas disséminés, qui n'étaient pas localisés à un endroit précis, mais on a fini par identifier qu'une tour aéroréfrigérante dans le 13e arrondissement de Paris était la source de cette légionelle. Et ça a quand même entraîné 4 décès qui nous ont été signalés par les pays étrangers où les personnes jeunes qui étaient venues pour la Coupe du Monde étaient retournées dans leur pays et avaient fait la maladie au retour. En Hollande, en 99, un spa en exposition, dans une exposition couverte, c'était au mois de février, a entraîné 231 cas, dont 28 décès. Et ça a été un événement très marquant en Hollande, cet événement qui a eu des conséquences politiques importantes, et depuis d'ailleurs des conséquences sur l'installation d'un réseau de surveillance international européen de cette maladie. Et puis en France, dans le Pas-de-Calais, en 2003, une usine a été à l'origine également, une usine industrielle donc, de 85 cas, dont 13 décès, où là encore une tour aéroréfrigérante, un système donc de réfrigération qui n'est utilisé que pour permettre de refroidir de l'eau chaude. Et en général, cette eau chaude, c'est une eau de résultat qui sort de compresseurs ou de systèmes de compression. Et c'est ce qu'on utilise dans les grands systèmes de climatisation et pas dans les petits, bien sûr, était en cause. Mais on avait également trouvé des légionelles dans le bassin
de sédimentation, le bassin de traitement des eaux usées de cette usine. Et on a eu du mal à identifier la cause. En tout cas, on a pu à cette occasion comprendre que la légionelle pouvait s'échapper donc de cette eau réfrigérante sous forme de panache, de gouttelettes, très loin du point d'émission, jusqu'à plusieurs kilomètres si les conditions sont favorables, les conditions atmosphériques, en particulier l'humidité. Donc ça nous a appris là, à surveiller l'environnement proche de ces grands systèmes de refroidissement. Alors, il faut bien savoir, et dès le début, que cette maladie est à déclaration obligatoire pour permettre justement de faire ces enquêtes et ces études, et qu'il y a donc un système de surveillance maintenant européen qui est mis en place pour suivre cette maladie liée au confort moderne. Alors, du point de vue clinique, ça se présente sous forme le plus souvent d'une pneumonie. Une pneumonie à incubation assez lente, de 2 à 10 jours, donc c'est assez long comme incubation par rapport aux autres pneumonies aiguës. Et puis, qui présente les signes habituels d'une pneumonie, avec de la fièvre, de la toux, de difficultés respiratoires, parfois associées à des troubles digestifs, à une confusion mentale, qui témoigne de la violence, surtout de cette épidémie, de la virulence de ce microbe. Il n'y a pas de forme typique du point de vue radiologique. On ne peut pas identifier ce germe ou y penser uniquement sur des images radiologiques, parce que les images d'abord sont retardées, et puis les images ne sont pas spécifiques. C'est une pneumonie qui est souvent bilatérale, avec des pleurésies associées, mais il y a un argument qui nous y fait penser très rapidement, c'est la résistance aux antibiotiques classiques qu'on utilise dans les pneumonies, qu'on appelle les bêta-lactamines, qui sont des classes d'antibiotiques les premiers prescrits dans ces cas-là. Et donc ce germe-là résiste à ce type d'antibiotiques, et heureusement il y a d'autres antibiotiques pour arriver à la vaincre, mais c'est ça qui nous y fait penser déjà, c'est un des éléments qui nous y fait penser, en plus du contexte dans lequel c'est survenu, vous allez voir, donc l'enquête, on va dire, sur les circonstances d'apparition. C'est une maladie grave, puisque lorsque les cas sont admis en réanimation, on a 50% de décès en réanimation. Et globalement, vous allez voir 9% de décès en France sur les dernières années. Donc c'est quand même une maladie qui a la gravité, on va dire, équivalente à celle des méningites cérébrospinales. Donc c'est des formes graves. Alors c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, qui ne peut pas se transmettre entre humains, puisque c'est une maladie qui vient de l'environnement, qui, une fois que le germe a pénétré dans le poumon, il a le plus grand mal pour en sortir, en tout cas pas sous forme contagieuse. Donc il n'y a pas de danger d'attraper la maladie à partir de quelqu'un qui l'aurait attrapée. Il existe des formes rares, la forme classique c'est la pneumonie, il existe des formes beaucoup plus rares, des fièvres très temporaires qui provoquent des syndromes grippales sans pneumonie, qui sont des formes bénignes et qui ne sont pas dues directement à une infection, mais plutôt à une réaction immunoallergique au contact avec cette bactérie lorsqu'on y est exposé sous une forme qui n'est pas proliférative. Donc c'est une forme qu'on ne connaît pas, qu'on ne dépiste même pas en général. Et puis des localisations extrapulmonaires qui peuvent arriver, articulaires, cutanées ou cardiaques, qui sont tout à fait exceptionnelles. Le diagnostic n'est pas toujours facile, puisqu'il faut pouvoir identifier la présence de légionelle, et on l'identifie, vous allez voir, de façon indirecte. Et puis il existe plusieurs types de légionelles, et celle qui est la plus souvent identifiée, parce qu'on a les moyens de le faire, c'est les légionella pneumophilia de sérotype 1, qui sont les plus faciles. Donc il y a d'autres sérotypes capables, donc d'autres formes de la bactérie qui sont capables de donner des infections qui sont plus rares. Et puis le test principal, qui est la recherche d'antigènes solubles, je vais vous en reparler, est parfois mis en échec dans certains cas. Et il faut donc savoir faire des moyens de concentration des urines pour pouvoir mieux retrouver cet antigène. Alors toujours en épidémiologie, en France, ont été notifiés en 2021 par le système de déclaration obligatoire, qui ne couvre pas forcément la totalité des cas, mais tous ceux dont on a connaissance, parce qu'ils ont été signalés, et ils ont fait l'objet d'un signalement à l'autorité sanitaire, plus de 2000 cas. Et c'est une augmentation forte par rapport à l'année précédente. Vous avez là la courbe d'année en année en bas à gauche. Si je mettais mon témoin, excusez-moi, je vais essayer de mettre mon témoin, je vais en avoir besoin. Mon témoin, le pointeur. Voilà, pointeur laser. Voilà. Vous avez là les différents nombres de cas identifiés par année, avec le taux d'incidence en courbe, et en vertical, sur les histogrammes, ce sont le nombre de cas bruts. Et vous voyez qu'il y a une forte augmentation. Alors peut-être que 2020 n'a pas été la meilleure année pour la notification au milieu des cas de Covid et au milieu du reste, mais en attendant, on voit qu'on n'a pas de diminution globalement, on a plutôt une stabilisation, voire une augmentation au fil des années. Alors depuis les années 96, pourquoi ? Parce que c'est en 96 qu'a été mis au point le test qui permet l'identification rapide, on va dire, de la maladie. Donc forcément, c'est là qu'on a commencé à les identifier. Avant, elles existaient probablement, bien sûr, mais on ne savait pas les reconnaître. Et donc, on va dire que une fois que ça a été bien réparti, bien connu de tous, à partir du début des années 2000,
eh bien, on voit qu'on n'a pas de baisse, au contraire, on a une augmentation globale, alors que c'est un des objectifs de santé publique, répété dans tous les plans nationaux et les plans régionaux, de la diminution, d'obtenir une diminution de cette maladie liée à l'environnement qu'on s'est créé nous-mêmes. Et à droite, vous avez quand même une particularité, c'est qu'il y a plus de cas dans l'est de la France que dans l'ouest. C'est un peu étonnant, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'humidité qui est un facteur favorisant mais pour la transmission aérienne, mais c'est dans l'ouest, en Bretagne, qui a quand même, disons qu'en matière d'humide, ils savent ce que c'est. Eh bien, il n'y a pas plus de cas pour autant, au contraire. Et dans nos régions qui sont climat méditerranéen, pas très humide en général, sauf quand il pleut ou quand il y a des orages, eh bien, on a beaucoup de cas. Donc, il y a autre chose que simplement le climat. Il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Il y a peut-être la présence dans l'eau, puisque vous allez voir que c'est dans l'eau douce. Dans les eaux douces qu'on trouve d'abord la source de cette bactérie, et il y a peut-être des réseaux de fleuves et de rivières et de lacs qui sont plus accueillants que d'autres. On ne sait pas bien encore toutes ces raisons, on ne les connaît pas bien. En tout cas, on connaît maintenant la forme de maladie qui touche principalement les hommes. Là, vous avez les histogrammes pour les hommes, c'est les grandes barres en bleu, plutôt que les femmes, qui sont en gris, vous voyez, et surtout avec une forte propension avec l'augmentation de l'âge. Parce qu'on voit que par tranche de 10 ans, on n'en voit quasiment pas chez l'enfant, c'est tout à fait exceptionnel, et on en voit énormément chez la personne, beaucoup plus, disons, de fractions chez la personne âgée, d'autant plus qu'elle est âgée. Ça, on en a un facteur bien démontré. Vous voyez que l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui partage entre 50% avant et 50% après. Donc 50% des cas ont plus de 62 ans, 50% des cas ont moins de 62 ans. C'est l'âge médian. Et puis la plupart sont hospitalisés. C'est comme ça qu'on les identifie. Donc 98% des cas connus ont été hospitalisés avec une mortalité de 9%. Alors quand on cherche les facteurs de risque individuels liés à la personne qui est malade, on en connaît un certain nombre qui sont listés, le cancer, les hémopathies, donc qui diminuent les défenses immunitaires, comme la corticothérapie, c'est-à-dire le fait de prendre de la cortisone au long cours, ou les autres immunosuppresseurs, les autres médicaments qui diminuent les défenses. Ce sont des facteurs connus, mais qui rentrent que pour 10 à 12% des cas identifiés. Donc ce n'est pas 100% des cas qui présentent ce type de facteur de risque. Le diabète est un facteur de risque à hauteur de 19% des cas connus, qui sont donc des diabétiques. Le tabagisme prédomine nettement, avec 39% des cas connus sont des fumeurs. Donc c'est un facteur de risque très important qui est probablement expliqué par le fait que les cellules pulmonaires ont beaucoup de choses à détoxifier quand ils s'occupent du tabac et peuvent laisser passer plus facilement et avec moindre défense les maladies infectieuses. Et c'est vrai pour toutes les maladies infectieuses pulmonaires d'ailleurs. Et puis il reste les autres cas, 21%, donc c'est pas négligeable, où on n'a pas identifié, ou bien on a identifié d'autres facteurs, une liste d'autres facteurs, je ne détaillerai pas, multiples, et vous voyez qu'au moins un facteur, 72%. Mais ça veut dire qu'il y a un pourcentage non négligeable de cas qui n'avaient pas de facteur de risque. Et ça touche donc ces fractions jeunes en particulier, sans maladie préexistante. Donc ça peut toucher tout le monde en réalité. À part les jeunes enfants, on n'en voit quasiment pas. Alors maintenant, pour parler de la région PACA, plus précisément, on a également observé l'augmentation en 2021 en région PACA, vous voyez, par rapport à 2020, et à peu près au taux qui avait été observé en 2018. Et donc on a une augmentation nette depuis les débuts des années 2000, avec une même dynamique que la France entière, et une incidence qui est bien supérieure. On a 4,1 pour 100 000 versus 3 pour 100 000 si on fait la moyenne nationale. Le nombre de cas en 2021, 246, j'ai fait un calcul rapide, ça représente un cas par jour, tous les jours de la semaine, pas le week-end. Évidemment, ce n'est pas aussi régulier que ça, mais c'est pour vous donner une idée de la fréquence en région PACA de notification de ces maladies. Alors les expositions maintenant, où est-ce que les gens ont été exposés à ce risque? Quand on fait l'enquête, quand il y a un cas notifié, il y a une enquête qui est instituée par le système de l'ARS, par les personnes qualifiées du système de surveillance de l'Agence régionale de santé, ou bien par l'hôpital quand ça arrive dans l'hôpital. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent, vous allez voir, et on cherche des expositions possibles. Voilà. Alors, l'hôpital, ça ne représente que 6%. Au tout début de cette maladie, l'hôpital était le cas le plus fréquent, parce que c'est là qu'on savait chercher la légionelle, et qu'on savait déjà dépister, diagnostiquer et chercher dans les réseaux d'eau. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, la répartition est beaucoup plus large que simplement l'hôpital, et donc les cas nosocomiaux ne sont pas majoritaires, sont minoritaires de l'ordre de 6% des cas. Par contre, on voit plus de cas liés à des voyages. Et si on détaille les voyages, les hôtels, les campings, les résidences temporaires et les autres types de voyages, pourquoi ? Parce que là, on apprendra que les réseaux d'eau chaude ne sont pas utilisés en permanence dans ces structures. Et c'est
le fait d'avoir mis au repos le réseau d'eau pendant plusieurs semaines, qui est le facteur principal de développement de la bactérie dans le réseau d'eau chaude sanitaire. Et puis vous voyez qu'il y a quand même 35% des cas dans lesquels, seulement dans lesquels il y a au moins une exposition. C'est-à-dire que 66% des cas, on ne retrouve pas d'exposition. Dans 2 tiers des cas, on ne sait pas où la personne a pu attraper cette maladie. C'est quand même un vrai problème. Il existe des expositions professionnelles qui font partie des cas connus, qui font partie de cette liste de cas identifiés, et puis même des appareils particuliers pour les apnées du sommeil qui, s'ils sont mal gérés, peuvent être à la source de ce type d'infection. Il faut le savoir. Et puis on en découvre encore régulièrement, chaque année, des nouvelles cas d'exposition qu'on ne connaissait pas. Récemment, il a été publié, par exemple, que les chasses d'eau des WC, pour autant que cette eau qui arrive ne soit pas réellement de l'eau froide, mais de l'eau mélangée, par exemple, peut être une source de légionellose. Donc vous voyez, on découvre les lavabos, les lave-mains en particulier aussi, l'eau chaude des lave-mains. On pensait au départ qu'avec les douches, mais c'est plus large que ça. Surtout quand on a enlevé les douches et qu'on les a filtrées, on met en évidence d'autres formes. Alors, les méthodes de diagnostic, comment on diagnostique aujourd'hui? Le moyen principal de diagnostic, c'est la recherche de débris cellulaires de légionelles dans les urines, puisqu'ils sont éliminés dans les urines. Les légionelles meurent en grande partie, ou la partie qui ne se divise pas, dans le poumon, et donc sont éliminés par le système sanguin via les urines. Il est éliminé des fragments. Ce sont ces fragments qu'on met en évidence dans les urines facilement, rapidement, par des tests rapides, en général faits dans les hôpitaux, mais ça peut être fait ailleurs. Et c'est comme ça qu'on identifie la présence d'une pneumopathie légionnaire. C'est le cas le plus fréquent, c'est la courbe verte que vous avez là-haut. Donc 94% sont identifiés comme ça. Mais il y a des nouvelles modes d'identification qui apparaissent et qui sont importants à connaître, puisque ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir déterminer quel est le germe précis qui a infecté, son type et son sous-type, et surtout, est-ce qu'on va trouver le même dans l'environnement. Donc il faut être capable d'aller chercher du liquide biologique où se développe le germe. Eh bien, c'est dans le liquide pulmonaire, au niveau, donc, par des examens que l'on fait par voie respiratoire chez ces patients. On va chercher du liquide pulmonaire par aspiration pour faire de la culture et essayer de faire pousser le germe en cause, et ensuite de l'identifier, de le rapprocher d'un éventuel légionnel qu'on aurait trouvé sur les sites d'exposition, pour être sûr qu'il s'agit bien de la même souche, ce qu'on sait faire. Il y a d'autres méthodes qui sont également en croissance, qui sont plus sensibles que les méthodes antigènes, puisqu'il y a quelques défauts aux méthodes antigéniques, parce qu'en particulier, ils n'identifient que les Legionella pneumophila de type 1, et ce n'est pas 100% des légionelloses, donc on peut en rater par ce test. On a des méthodes PCR, vous connaissez maintenant bien la PCR qui est utilisée pour le Covid. Eh bien, de la même façon, on sait faire des PCR pour d'autres germes, simplement là, il faut du liquide pulmonaire pour faire sur ce liquide pulmonaire ces méthodes PCR également. Et puis donc la culture. Et la culture, malheureusement, aujourd'hui, c'est un nombre minoritaire de cas, la mise en culture à partir de liquide pulmonaire. Bon, les anticorps n'ont pas un très grand intérêt dans cette maladie, en tout cas pas pour le diagnostic immédiat, puisqu'il faut du temps pour que ça apparaisse, et que là, on est sous forme d'une pneumopathie aiguë. Donc qu'il faut traiter rapidement avec les bons antibiotiques, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas attendre les sérologies pour soigner les gens. Alors, le travail principal aussi pour lequel on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est pour indiquer aux praticiens qui ont en charge ces pathologies, ces maladies, lorsqu'ils le reçoivent, d'aller au bout le plus possible de l'enquête épidémiologique, pas seulement de s'arrêter au diagnostic qui suffit pour le traitement, j'allais dire, du patient qu'on a en face de soi, mais il faut aussi identifier la cause précise, d'abord parce que d'autres personnes peuvent être exposées, bien sûr à la même cause, et donc il s'agit de protéger les individus qui pourraient être exposés, mais aussi parce qu'il y a évidemment un impact souvent médico-légal dans cette matière-là. Il y a des réglementations qui sont faites pour prévenir ce risque, et il y a des gens qui ne respectent pas ou qui pourraient ne pas la respecter, et puis il y a la mise en cause, en particulier dans les établissements de santé ou médico-sociaux, dans les EHPAD, de l'établissement lui-même qui est responsable de cette épidémie ou de ces cas si ça survient, qui peut en être en tout cas responsable s'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter. Et donc pour savoir s'il y a vraiment un lien entre la maladie et le lieu dans lequel elle est attrapée, il faut absolument avoir la souche et l'identifier, faire un rapprochement des souches. Donc c'est important que cette élucidation soit complète le plus souvent possible. Elle peut être faite que par prélèvement respiratoire de la souche clinique, de la souche du malade, et à comparer avec les prélèvements qui seront faits dans l'eau ou sur les sites exposés. Voilà. Or, aujourd'hui, les souches qui sont isolées de prélèvements respiratoires ne sont le cas que dans un quart des cas, c'est-à-dire on a des souches que dans un quart des cas de maladie, isolées des patients, isolées des poumons des patients, par prélèvement, je répète, par aspiration bronchique. Il faut être capable de le faire, il faut que le patient, évidemment, puisse le tolérer. Il y a des limites de ça, on n'aura jamais 100%, mais il faut monter ce taux de 27% déjà de souches retrouvées chez le patient, qu'on appelle les souches cliniques. Et le taux d'élucidation complète, on a pu rapprocher donc la souche clinique
et la souche environnementale et trouver que les deux étaient liés, c'est seulement dans 2% des cas qu'on y arrive. Donc vous voyez, ça s'appelle vraiment l'élucidation complète, elle est rare dans cette maladie. Par contre, quand on a les deux souches, là, on a 75% de réussite. Quand on a une souche clinique et les souches d'exposition possibles prélevées dans les eaux, dans les sites d'exposition, les eaux chaudes des sites d'exposition, là, on a 3/4 de réussite. Et je vous ai détaillé, mais ça n'a pas un grand intérêt pour chacun des types d'exposition, le taux de réussite quand on a les deux souches. Alors, cette bactérie, maintenant allons-y sur la bactérie, elle a comme particularité donc d'être parmi les premières identifiées qui se développent à l'intérieur de cellules ou d'autres micro-organismes. Et en l'occurrence, son mode de vie, c'est de vivre dans un micro-organisme, d'être hébergé par ce qu'on appelle les amibes de l'eau. Alors, tout le monde connaît les amibes qui donnent la diarrhée, mais il y a des amibes, de grand nombre d'amibes, de grand nombre de types d'amibes dans les eaux douces naturelles. Et donc, c'est au sein de ces amibes ou même des algues, des eaux douces, pas des eaux de mer, mais des eaux douces, que se développe, qu'existe, que vit cette bactérie qui est capable donc de résister à la destruction qui est habituelle lorsque une bactérie rentre dans une amibe. C'est pour être en général détruite et pour fournir peut-être du matériel aux amibes. Là, dans le cas précis, elle arrive à survivre et donc à s'y développer, elle en a fait son habitat. Et on voit à gauche une amibe habitée par ces petits bâtonnets qui sont les bactéries Legionella. Et à droite, on a cette fois un macrophage pulmonaire. Donc c'est une cellule de la défense immunitaire, un gros globule blanc qui est présent dans le poumon, qui est le premier à ramasser tout ce qui présente dans le poumon, y compris le tabac si c'est du tabac, ou bien si c'est des résidus de combustion du tabac, ou bien des bactéries qui peuvent se poser, ou des virus. Et là, on voit que la bactérie est rentrée à l'intérieur et elle arrive aussi à se développer. Et donc à donner une infection à partir de ces cellules macrophages, puis des cellules pulmonaires, et donc donner cette pneumonie. Là voilà, cette bactérie, cette fois isolée en haut à gauche, en train d'être absorbée par un de ces macrophages, par exemple. Vous voyez comment ça s'attrape, c'est vraiment c'est actif. Les macrophages essayent d'attraper activement tout ce qui se présente et qui n'appartient pas au corps pour le détruire. Et à droite, là, c'est dans sa forme libre, avec sa flagelle pour pouvoir se déplacer dans les milieux naturels qui sont eau douce. Voilà. Donc elle vit dans les micro-organismes de l'eau. Il y en a de nombreuses espèces, mais celle qui donne le plus souvent des maladies, c'est la Legionella d'espèce Pneumophila et de groupe 1, puisqu'il y a 64 groupes encore. Et donc plus les organismes sont petits et plus ils sont variés. Alors, cette particularité aussi de cette bactérie, c'est qu'elle a une température de croissance, de multiplication, qui se situe entre 25 et 43 degrés. C'est qui est exactement la température d'utilisation de l'eau chaude, on va le voir. C'est vraiment la température où on prend son bain, c'est dans ces eaux-là, c'est vraiment dans cette gamme de température. C'est pour ça qu'elle se développe facilement dans l'eau chaude sanitaire lorsqu'elle est arrivée à rentrer, lorsqu'elle peut s'y multiplier avec des facteurs favorisants de multiplication, on va les voir après. Ces facteurs favorisants principaux, c'est que l'eau stagne. Il faut se méfier de l'eau qui dort, et en particulier de l'eau chaude, parce que c'est dans cette eau chaude qui n'est pas assez chaude et qui stagne qu'il va y avoir multiplication de cette bactérie au contact du biofilm, c'est-à-dire des bactéries qui sont déjà présentes dans le réseau et qui sont attachées en particulier aux tuyaux eux-mêmes. Voilà. Alors le tartre favorise également cette multiplication parce que ça forme finalement les habitats des bactéries. Le tartre, nous, on construit des maisons avec des parpaings, eux, ils habitent dans le tartre. Ouais, et tous les dépôts qui peuvent se produire au sein des réseaux. Voilà. Puis il y a des réseaux qui sont des réseaux d'eau chaude sanitaire qui sont plus favorables que d'autres, en particulier ceux qui sont en acier galvanisé de mauvaise qualité, qui forment donc qui sont rapidement dégradés, qui sont corrodés à l'intérieur, et c'est ça, cette corrosion qui favorise l'installation. Alors que le cuivre le favorise beaucoup moins parce qu'il corrode beaucoup moins, et puis les nouveaux matériaux, on arrive à faire des matériaux qui n'ont pas des propriétés très facilitantes pour l'installation de ce type de bactéries. Voilà. Le meilleur matériau, mais il est inutilisable bien sûr en grand réseau, c'est le téflon qu'on ne développe que au sein des appareils de microbiologie. La température de destruction, alors si on monte la température, on finit par tuer toutes les bactéries, tous les virus, mais il faut dépasser 50 degrés. Et encore à 50 degrés, c'est assez long, puisqu'on divise par 10 en 20 minutes. Vous voyez le nombre de bactéries à 50 degrés dans une eau où on l'a fait pousser. Et il faut atteindre 60 degrés pour aller plus vite. Alors bien sûr, il y a des limites, on va voir sur la température qu'il faut atteindre ou qu'on doit atteindre en matière d'eau chaude sanitaire. La porte d'entrée, comment ça rentre dans l'organisme? Uniquement par voie respiratoire, de gouttelettes inhalées. Et ces gouttelettes inhalées, il ne faut pas confondre tout et n'importe quoi. Lorsqu'on prend de l'eau chaude, souvent il y a de la vapeur qui se condense sous forme d'un nuage, mais ça c'est de la vapeur d'eau condensée, ça ne transporte aucune bactérie, aucun microbe, c'est un gaz qui s'est condensé, qui forme des gouttelettes, un brouillard on va dire. Ce brouillard n'est pas contaminant. Ce qui est contaminant, c'est les gouttelettes qui se projettent, qui sont projetées à partir de l'eau qui sort du pommeau de douche par exemple, ou bien du robinet.
Et ce sont ces gouttelettes, s'il arrive qu'on en inhale, si elles contiennent la bactérie qui rentre dans les bronches, donc il faut qu'elle soit une petite taille adaptée pour aller jusqu'aux bronches et s'installer et transmettre ensuite la bactérie dans les bronches. Donc les pommeaux de douche qui sont capables, donc tout ce qui est pulvérisé, tout ce qui pulvérise l'eau si vous voulez, les bains bouillonnants, les spas parce qu'ils forment des petites gouttelettes, les fontaines décoratives, et puis cette fois dans un autre domaine qui ne sont plus l'eau chaude sanitaire, mais les eaux techniques de refroidissement, des grands systèmes de refroidissement, les tours aéroréfrigérantes, les tours où l'eau, je reparlerai peut-être un petit peu parce que c'est pas le sujet principal de mon cours aujourd'hui, d'autant que dans les tours aéroréfrigérantes, il y a des systèmes mis en place de surveillance également très étroits, mais ce sont les systèmes industriels, là, des grands systèmes de climatisation. C'est pas celui que vous avez à la maison et qui contient, ou c'est pas celui qui sort des plafonds dans les salles qui sont en cause. Hein. On est vraiment dans les grands systèmes qui utilisent des grandes surfaces. Et puis quelquefois, l'aérosol thérapie, c'est-à-dire les aérosols, parce que si on ne met pas de l'eau stérile dans les aérosols, de l'eau qui n'a pas de bactéries, elle peut avoir ce type de bactéries et d'autres. Alors, il faut un certain nombre comme toujours pour la maladie infectieuse, un certain nombre d'agents infectieux pour pouvoir développer la maladie. Ce nombre d'agents dépend aussi de la tolérance et de la capacité, je dirais, de défense de l'organisme qui est infecté, mais on admet qu'en dessous d'un seuil de 1000, le risque infectieux est très faible, sauf chez les personnes qui ont une défense immunitaire diminuée. Voilà. Alors, comment on peut prévenir cette maladie? Il faut commencer par connaître les installations et donc disposer de schémas détaillés des installations pour connaître son réseau. Et la plupart du temps, le premier travail qu'on a à faire quand on est confronté à ces difficultés, c'est de savoir par où passe l'eau chaude exactement, quel est le schéma, et même mieux que le schéma détaillé. Le plan, c'est plus difficile à obtenir. Le plan, c'est vraiment avec le métrage précis. C'est le plus difficile à obtenir parce que depuis la construction, en général, il n'y a plus de plan. Et que les choses ont bien pu changer depuis la construction. Ils ne sont pas mis à jour, ils ne sont pas réactualisés, ils ne sont pas remis à jour malheureusement assez souvent. Donc il nous faut des schémas du réseau dans lequel il va falloir maîtriser la température, mais on va en parler. Pour maîtriser la température, le mieux c'est quand même de connaître son réseau et de le faire circuler. Une fois que l'eau circule, on la met à la température qu'on veut, elle restera à la température du moment qu'elle circule. Prévenir l'entartrage et la corrosion des réseaux et éviter la stagnation pour permettre la circulation. Alors donc pour simplifier et pour les gens qui ne connaissent pas les réseaux, on peut séparer les réseaux en 3 régions, en 3 zones. Si vous voulez, la zone de production de l'eau chaude. Donc l'eau chaude est produite par un système de chauffage de l'eau, qu'on appelle la chaufferie, si vous voulez, dans la chaufferie. Dans la chaufferie, il y a très souvent un ballon de stockage, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent un ballon qui permet de tamponner donc les soutirages importants du matin, par exemple, quand on fait des toilettes. Donc il faut une zone tampon, si vous voulez, qui permet d'absorber les demandes importantes. C'est le ballon d'eau chaude dans lequel l'eau stagne le temps. Elle ne stagne pas vraiment, parce qu'en principe, le ballon lui-même doit circuler. Justement par une bonne installation bien faite, l'eau ne stagne pas dans le ballon, mais il peut arriver que l'eau stagne en fonction d'un tas de facteurs. Et donc c'est un point à risque déjà, ce grand ballon d'eau chaude, parce que l'eau n'est pas toujours à la même température dans tout le ballon. Et les zones où elle sera froide, ce sera l'endroit où il va se développer la légionelle. Et si la légionelle se développe dans le ballon, vous imaginez bien que tout le réseau va être contaminé à partir de ce ballon. Et puis il y a la zone de production elle-même, le système de production qui est fait le plus souvent par échange de chaleur. C'est pour ça qu'on a des échangeurs à plaques entre la source primaire d'eau chaude qui, elle, va tourner en circuit fermé avec la chaudière. Et puis, donc, de l'autre côté de l'échangeur, la source d'eau qui va être chauffée pour être distribuée. Donc avec une arrivée d'eau froide pour compenser l'eau chaude qui est puisée. L'eau chaude est toujours adoucie, c'est-à-dire qu'on y retire le calcaire et les autres ions qui sont capables de faire de la précipitation, ce qui est le cas lorsqu'on chauffe l'eau au contact des métaux. Et cet adoucisseur lui-même, s'il n'est pas géré correctement, peut être un facteur de risque, parce que si lui-même n'est pas régulièrement contrôlé, s'il n'adoucit pas l'eau, s'il manque de sel, il va y avoir une augmentation du taux de calcaire qui va se déposer, et d'autres ions, il n'y a pas que le calcaire, mais parmi le calcaire, qui vont se déposer dans le réseau et provoquer ce fameux tartre, voire même des dégradations importantes des échangeurs et de l'installation de chauffage, qui est à la source des légionelloses. Le réseau doit être, le réseau lui-même, une fois que l'eau est produite, elle est distribuée dans l'établissement et c'est la partie qui est la moins bien connue. Autant la chaufferie est bien connue parce qu'elle est accessible. Il y a un thermicien, donc un spécialiste, un chauffagiste, si vous voulez, qui vient s'occuper de la chaufferie, qui connaît bien son boulot pour faire chauffer de l'eau. On sait faire chauffer de l'eau, c'est pas une difficulté. Le problème, c'est de la distribuer et de faire en sorte qu'elle reste chaude dans tout le réseau. Et le réseau, lui, il est moins bien connu. D'abord, on n'en a pas de plan, le plus souvent, pas de plan détaillé. On ne sait pas bien exactement par où il passe. Il n'est pas toujours calorifugé, comme vous le voyez sur l'image. Calorifugé, ça veut dire qu'on préserve, que le réseau ne va pas perdre sa température parce qu'il y
a autour de chaque tuyau quelque chose qui empêche la chaleur d'être diffusée. Et ce réseau, lui, il faut qu'il fonctionne et qu'il soit équilibré pour que l'eau circule bien dans toutes les boucles et sous-boucles du réseau. Et là, les spécialistes sont des hydrauliciens. C'est pas fréquent, c'est quelque chose qui s'est perdu un petit peu, l'hydraulique des réseaux. Et donc aujourd'hui, il y a quelques sociétés effectivement qui reprennent le flambeau depuis quelques années, depuis qu'on a identifié le risque lié à l'eau chaude sanitaire, mais ça reste encore du métier de spécialiste. Et puis enfin, il y a les terminaisons. Les terminaisons, c'est ce dont s'occupe le plombier. C'est donc les installations techniques, les robinets, la robinetterie, et la plomberie terminale, qui elle-même peut être une source si elle n'est pas entretenue. Alors on va continuer, excusez-moi. Hop. On va y arriver. Voilà. Alors pour exemple, donc un schéma de réseau, vous avez donc la production. Je vous ai détaillé un peu la production. Il faut que je remette mon petit pointeur. Excusez-moi, je l'ai enlevé. Voilà, pointeur laser. Voilà. La production d'eau chaude qui distribue donc à partir du ballon le réseau de distribution, une première boucle qui va aller dans les étages par exemple, où l'eau est censée monter. Alors, ça, c'est le sens qu'on aimerait que l'eau prenne toujours. Mais en fait, l'eau ne répond pas au plan, l'eau répond au jeu de pression. Et si on ouvre un robinet ici en bas, complètement à l'extrémité droite, eh bien, l'eau va avoir, si les autres sont fermés, l'eau va avoir tendance à partir vers ce robinet. Oui. C'est vraiment les pressions qui font circuler l'eau et ce n'est pas le schéma, ni la hauteur, ni la batteur. Voilà, c'est vraiment le jeu de pression principal qui fait que l'eau circule. Et donc, pour faire en sorte que l'eau s'équilibre lorsque tout est fermé, elle va continuer, donc elle va monter le long de cette boucle, elle va redescendre par le retour de boucle, rejoindre la boucle principale et rejoindre ensuite le réseau de production. Pareil pour la deuxième boucle. Vous voyez, donc les réseaux sont bouclés pour que l'eau soit maintenue chaude en permanence dans l'ensemble de ce réseau bouclé. Voilà. Et puis vous avez le point de puisage, et entre le point de puisage et la colonne bouclée, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une terminaison. Un terminal, une terminaison qui, elle, n'est pas bouclée. Et c'est dans cette zone non bouclée que l'eau peut stagner, puisque l'eau chaude arrive, mais elle n'est pas puisée, elle n'a pas de retour. Eh bien, il y a une réglementation maintenant technique qui veut qu'à l'installation des réseaux, cette partie-là qui n'est pas bouclée ne dépasse pas un volume total de 3 litres, ce qui correspond pour les diamètres habituels de distribution environ à 8 mètres de distance total, 8 mètres en fait entre la boucle et le point de puisage maximum pour ne pas dépasser 3 litres de stockage non bouclé. Je dis bien en diamètre 14-12 qui sont les diamètres habituels des réseaux cuivrés et qui sont le diamètre habituel des pressions distribuées des réseaux distribués. Voilà. Alors pour permettre d'équilibrer les pressions et que le réseau soit bien homogènement réparti, on met des organes d'équilibrage qu'on appelle des organes de réglage. Donc vous avez ici une image, ce sont des vannes très particulières que l'on peut régler très précisément, avec des numéros de nombre de tours, de tours partiels, un huitième de tour, un 16e de tour, il y a un cadran dessus, et qui permet donc de régler à l'installation du réseau, de faire en sorte que la pression s'équilibre bien partout, du début du réseau jusqu'à la fin. Et vous avez également des systèmes qui permettent de prendre la température, de mettre des capteurs de température et de vitesse surtout, de circulation du réseau. Donc, c'est les hydrauliciens qui ont ces appareils qui permettent, à partir de ces points de puisage, de savoir à quelle vitesse ça circule. Et pour régler, une fois que le réglage est fait du réseau, que l'équilibrage est fait, on le maintient. Et bien sûr, le réseau va évoluer parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir de l'usure, et il faudra renouveler cet équilibrage régulièrement pour le maintenir. C'est très important, techniquement, d'arriver à maintenir ces réseaux bien équilibrés. Sinon, vous voyez, si vous n'avez pas d'organes de réglage ou s'ils sont dysfonctionnels, eh bien, vous avez une partie du réseau qui va prendre la totalité de la pression, lorsque tout est fermé, bien sûr, et puis une autre partie du réseau qui n'aura pas assez de pression et qui va circuler très lentement. C'est ce que montre ce réseau lorsqu'on a enlevé les organes de réglage. Donc il est nécessaire d'équilibrer ces réseaux. Là, vous avez des équipements des réseaux bouclés plus complémentés. Ce que vous avez tout à l'heure, ce que je vous ai montré jusque-là, c'est un schéma très simplifié. Là, vous avez tous les éléments qui doivent participer à l'équilibrage, mais aussi à la surveillance du réseau avec des tubes témoins qui sont censés se corroder plus vite. Enfin, c'est la zone en tout cas qu'on permet d'enlever. C'est pas plus vite, mais c'est qu'on permet d'enlever, de vérifier à quelle vitesse les tuyaux se dégradent, puisque là, on peut enlever ce tuyau. On a un bypass pour permettre de l'enlever. On a les organes d'équilibrage, des vannes de chasse pour permettre d'enlever l'air éventuellement ou de chasser tout ce qui pourrait être circulé et qu'on ne veut pas voir circuler. Et on sait qu'il y a un réglage également qui doit être bien fait pour que la température de retour soit très proche de la température de départ, c'est-à-dire que l'eau circule tout simplement. C'est que la température n'est que le témoin de la circulation. Et on admet qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 degrés, à quelques degrés près, de différence entre le départ et le retour de boucle. Voilà, pour
montrer que la circulation est bien faite avec une vitesse qui est suffisante. Alors, le tartre minéral va se déposer au point terminaux. Et c'est également un site d'installation de légionelles, cette fois en point terminal. C'est plus simple à régler, mais tout simplement en détartrant régulièrement ces extrémités, ou en les changeant si on préfère les changer, mais c'est aussi bien de pouvoir les détartrer. Et puis à l'intérieur des tuyaux, voilà ce qui se passe lorsque c'est de l'acier galvanisé. Vous voyez, la corrosion qui s'installe, c'est normal. C'est un tuyau qui a été enlevé parce qu'on a changé une partie du réseau, mais ce n'est pas parce qu'il était malade, le tuyau. Il circulait, mais il circulait moins bien, vous comprenez bien, avec ce qu'il y a au milieu. Et donc, il pouvait avoir une diminution de vitesse, certainement, au sein de ces tuyaux, une diminution de pression, et puis tous ces débris qui vont circuler, qui veut dire que l'eau rougit lorsqu'elle se stagne. Lorsque l'eau stagne, rougit, ça veut dire qu'il y a de la rouille dedans et pas de la terre. Hein. C'est la rouille qui rougit l'eau. Voilà. Alors cette corrosion entraîne donc des particules qui vont s'accumuler à l'endroit le plus lent et le moins actif, si vous voulez, du réseau, qui est le fond du ballon. Et c'est là qu'on trouve à la fois tous ces débris, mais aussi un risque des légionelloses, parce que le fer favorise la croissance de légionelles, et l'accumulation de rouille comme cela au fin fond d'un ballon, c'est une zone de croissance de légionelles très forte. Donc il faut s'en préoccuper, et ces ballons doivent être, c'est réglementaire, régulièrement purgés et surtout régulièrement désinfectés et nettoyés pour être maintenus en bon état. Ou changer le cas échéant, avant qu'il perce. Parce que celui-là, il doit être pas loin du perçage. Alors, on change les éléments qu'il faut changer, en particulier les mousseurs ou les brise-jets, lorsqu'ils sont corrodés ou abîmés. Et puis donc il y a une obligation, depuis 2002 pour les établissements de santé, qui a été élargie maintenant à tous les types d'établissements, y compris médico-sociaux par voie de décret, de tenir à jour un certain nombre de documents et de les fournir, si besoin, lorsqu'il y a une enquête, une investigation, en particulier le carnet sanitaire de chacune des productions d'eau chaude. Quand on dit production, c'est-à-dire qu'il y a un échangeur de chaleur qui crée un réseau d'eau chaude. Et donc, avec les plans du réseau, toutes les interventions qui ont été faites, tous les résultats de surveillance qui sont réglementaires et toutes les procédures d'entretien. Plus éventuellement toutes les procédures qu'on doit prendre tout ce qu'on doit faire en cas de légionelle dans le réseau ou chez des patients. Il ne faut pas laisser un réseau au repos prolongé, sans faire de purge et sans avoir fait de contrôle, et ça c'est obligatoire aussi, avant de le remettre en circuit pour les patients. Voilà. Et il faut bien sûr entretenir les terminaisons, entretenir donc les points de puisage par le détartrage régulier. Les contrôles microbiologiques obligatoires, c'est les dosages à la recherche de légionelles dans l'eau chaude, qui doivent être réguliers, vous allez voir, on va le voir réglementairement, et qui sont faits par des laboratoires spécialisés, donc, qui sont accrédités par le réseau national d'accréditation, le COFRAC. Voilà, dont vous avez la liste, le site du COFRAC vous donne la liste de tous les laboratoires qui sont accrédités pour ces dosages de légionelles. Ça ne peut pas être fait par n'importe quel laboratoire de biologie médicale. Il faut qu'ils soient accrédités pour cela. Ces contrôles biologiques obligatoires donc, doivent être réguliers. Ils doivent être également pratiqués en cas de réseau non utilisé pendant plusieurs semaines. Alors le texte ne précise pas, mais plusieurs semaines, ça veut dire 2 à 3 semaines, suivant les cas. Et puis suite à des travaux, des dysfonctionnements qui l'ont fait arrêter. On doit faire un suivi régulier de température en production, c'est-à-dire au point de production, au point de départ, si vous voulez, du réseau, et également en terminaison sur certains points déterminés qu'on va voir réglementairement. Donc, qui doit faire quoi ? Le carnet sanitaire doit être rempli par le chauffagiste, le plombier et certains éléments par la direction, parce qu'il faut y ajouter, l'alimenter, par exemple, par les interventions, les demandes d'intervention, etc. L'entretien du réseau en production, c'est le chauffagiste ou le plombier, suivant le cas, parce que quelquefois, ce sont les plombiers qui jouent un peu le rôle de chauffagiste, qui s'occupent de cet entretien du réseau en production, sur le site de production, de température, donc la chaufferie, si vous voulez. Et aux points terminaux, ce sont souvent les agents de service qui sont chargés du détartrage des points terminaux. Les prélèvements sont faits par un laboratoire accrédité, et les températures, le suivi des températures doit être fait en production, en général par le chauffagiste, qui s'occupe de la chaufferie. Et puis dans le réseau, ce sont les agents de service ou éventuellement les agents d'entretien. Les températures de l'eau, on a parlé de 25 à 43 degrés. Ça correspond à quoi pour nous, humains ? Bien, vous voyez, là, vous avez une température de bain très froid, c'est entre 0 et 7. Bon, on n'en prend pas souvent. Un bain froid, c'est entre 4, 5 et 15, 5. Oui, ça, c'est froid. Un bain tiède, c'est entre 27 et 37. Et un bain chaud, c'est entre 32 et 37. Soit un bain brûlant, c'est à partir de 40. Oui, donc à 45 degrés, voire 50 degrés, la température de sécurité, on aimerait bien que ce soit au-dessus. Pour être sûr, c'est une eau qui brûle très rapidement. Hein, c'est une eau brûlante.
Alors, que dit la réglementation sur les températures de l'eau? On a deux réglementations. On a celle qui concerne la légionellose et celle qui concerne le risque de brûlure dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Et heureusement, elles sont tombées sur des températures cohérentes. Malheureusement, c'est la même température. C'est qu'il faut que la température minimale soit de 50 degrés en tout point du réseau. En tout point du réseau, 50 degrés. Ce n'est pas la température l'objectif, c'est la circulation. La température est le moyen de contrôler cette circulation, qu'on soit bien clair. Un moyen facile, je dirais. Il y a d'autres moyens plus compliqués. Si on a des machines, et si on a prévu pour accéder au réseau, on pourrait prendre des vitesses de circulation qui sont les plus utiles. Mais en tout cas, la température, c'est le moyen direct. Et donc 50 degrés en tout point du réseau, ça c'est la réglementation. Et puis 50 degrés, c'est la température maximale de distribution au point où on utilise l'eau pour se laver, par exemple, donc au point d'eau sanitaire. Donc c'est 50 plus ou moins 0. C'est pas facile à tenir. C'est pas facile à tenir. Alors il n'y a que les points sanitaires qui sont à 50 degrés maximum. Les points en cuisine, on peut dépasser cette température. Voilà. Et puis donc il faut faire des surveillances de température. Vous allez voir l'arrêté du 1er février, je détaille un peu plus loin. Alors voilà pour les températures de l'eau, je répète. Donc les autres pièces sanitaires, la température maximale ne doit pas dépasser 60 degrés. Par exemple pour les eaux en cuisine, les eaux chaudes en cuisine. Par contre, pas plus de 50 degrés pour les eaux chaudes sanitaires, ce qui est à droite ici. Le volume donc de bras morts, entre guillemets, donc mort forcément, parce que c'est le volume de terminaison, pas plus de 3 litres. Voilà, donc ça se calcule en fonction du diamètre des tuyaux qui sont là, qui sont en terminaison. La température du réseau lui-même bouclé, en tout point, minimale 50 degrés. Et dans le stockage, le ballon lui-même, en permanence, 55 degrés. Voilà, 55 degrés dès lors que le ballon dépasse 400 litres, ce qui est le cas de tous les ballons en général dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Et au moins une fois par 24 heures, au moins une fois par 24 heures, être porté à ce qu'on appelle un choc thermique dans le ballon lui-même, 60 minutes à 60 degrés, 4 minutes à 65, etc. Ça, ce sont les conditions techniques de réalisation d'un choc thermique au sein du ballon. Alors, la température, parce qu'on en parle beaucoup, je vous répète, ce n'est qu'un témoin indirect de la circulation, c'est la circulation qui compte, mais la température nous permet de l'évaluer, cette circulation, c'est ça qui compte. Alors, se fait avec un thermomètre sonde ou un thermomètre à laser, les sondes c'est quand même plus sûr, avec un chronomètre ou une trotteuse, il faut prendre le temps, vous allez voir, c'est important, prendre la température également de l'eau froide, sous tenter qu'elle soit froide, et puis on ouvre le robinet d'eau chaude, et là on prend au temps 0 à 20 secondes et à 60 secondes et à 60 secondes, la température qui sort du robinet d'eau chaude. Attention, lorsque le robinet est un mitigeur, vous ne pouvez pas prendre la température d'eau mitigée, c'est un mélange. Et les mitigeurs, ça arrive très vite. Enfin, la plupart des installations sont maintenant en mitigeur, donc il vous faut un point où l'eau chaude, c'est uniquement l'eau chaude et pas mitigée à l'eau froide, pour mesurer cette température. Ne le faites pas dans des points mitigés, ça n'a pas trop de valeur, puisque vous avez un mélange d'eau froide qui n'est pas toujours maîtrisable. Voilà. Le mélangeur, oui, c'est possible. Le mélangeur, c'est quand vous avez un seul col de cygne, mais à droite et à gauche, un robinet. Un robinet rouge, un robinet bleu, à droite et à gauche. Ça s'appelle un mélangeur. Évidemment, si vous n'ouvrez pas le robinet bleu, vous n'avez pas d'eau froide. Par contre, les mitigeurs, ce sont ceux qui ont une poignée qu'on tourne de droite et à gauche. Alors ceux-là, ce sont des mitigeurs. Vous êtes jamais sûr qu'il n'y a pas d'eau froide, même au point où le mitigeur est complètement vers l'eau froide. Voilà. Et puis, vous pouvez mesurer d'une autre manière, c'est celle que les laboratoires utilisent lorsqu'ils viennent faire, la température, et c'est obligatoire de prendre la température de l'eau quand on fait les prélèvements légionnels. Eh bien, c'est le temps qu'il faut pour atteindre les 50 degrés. Vous ouvrez le robinet sous une pression qui ne vous éclabousse pas quand même, et vous regardez combien de secondes il faut pour atteindre les 50 degrés. C'est ce temps-là qui est important, parce que ça témoigne de la dynamique du réseau, du fait que l'eau chaude arrive rapidement, ça veut dire que la boucle qui arrive de l'eau chaude n'est pas froide. S'il vous faut beaucoup de temps pour obtenir de l'eau chaude, ça veut dire que toute la boucle est froide et que vous allez chercher l'eau chaude au ballon pour être sûr que c'est bien de l'eau chaude. Et vous notez bien ça. Alors, exemple, si vous arrêtez sur une simple valeur de température quand vous dites l'eau est à 55 degrés, vous dites je suis content, l'eau est à 55 degrés. Mais s'il a fallu plusieurs minutes pour obtenir ces 55 degrés, ça veut dire qu'en fait, elle n'était pas à 55 degrés dans le réseau. Était à 55 degrés dans le ballon et vous êtes allé chercher l'eau du ballon pour être sûr que c'était 55 degrés. Donc là, je vous montre deux courbes qui vous illustrent ce discours. C'est que si vous prenez par exemple à 20 secondes cette courbe basse, l'eau était toujours froide, il a fallu attendre 1 minute pour arriver à ce 55 degrés. Voyez, donc là, l'eau ne circule pas et il a fallu attendre que toute la boucle, plusieurs litres d'eau, c'est-à-dire éventuellement 5, 10, 15 litres d'eau, peut-être plus, soit évacuée pour enfin arriver à cette température de 55, c'est-à-dire en fait elle était très loin l'eau chaude. Par contre, dans cette courbe rose, vous êtes bien à 55 degrés au maximum, mais vous avez obtenu la température déjà à 20 secondes. Donc l'eau était bien chaude par la boucle de distribution directement pointée sur votre réseau de distribution. Donc là, c'est le fonctionnement qu'il faut obtenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à une simple
température. Surtout, ne vous arrêtez pas à ça. C'est une grosse erreur qu'on fait souvent. Ah, l'eau est à 57 degrés, 55 degrés, je suis tranquille. Mais s'il a fallu 3 minutes pour l'obtenir, c'est un grand danger. Et après, bien sûr, si on augmente trop les températures, on se brûle. Et là, vous avez donc les temps d'exposition, d'abord de destruction des légionelles, mais aussi de destruction de la peau. Vous voyez, à 70 degrés, à 60 degrés, à 50 degrés. Donc il faut être prudent. Et en sanitaire, il faut la distribuer à 50 degrés à la douche, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis des mitigeurs, d'ailleurs, c'est le système de sécurité, et des mitigeurs dits thermostatiques sont encore plus sûrs, sachant qu'il faut bien maîtriser aussi les risques liés à leur dysfonctionnement. Et en particulier au fait qu'ils peuvent mélanger l'eau chaude et l'eau froide s'il n'y a pas de clapet anti-retour. Voilà, j'en arrive à la réglementation pure et dure du décret du 1er février 2010, qui est le décret donc le plus puissant au point de vue réglementaire qu'on puisse faire pour contraindre à surveiller la température de l'eau. Ça, c'est sur les surveillances de température. Après, je vous montrerai le même décret comporte également les prélèvements microbiologiques. Mais là, pour l'instant, je vous entoure les surveillances pour les établissements de santé. Vous voyez, une fois par jour en sortie de production ou en continu. Donc une fois par jour ou en continu, ça nécessite quand même régulièrement d'aller dans la chaufferie. Une fois par semaine ou en continu pour les points d'usage à risque les plus représentatifs du réseau. C'est pas tous les points du réseau. Ça, c'était déterminé avec votre service d'hygiène ou avec votre. Voilà, c'est les points où l'eau a le plus de chances d'être froide, si vous voulez, trop loin du réseau. Et puis, si vous avez des services où vous avez des patients à risque particulier, il faut faire des températures de l'eau une fois par semaine ou en continu. Et le retour de boucle une fois par jour, là aussi, comme le point de départ. La température. En établissements médico-sociaux, on est moins exigeant, la réglementation est moins exigeante. Température de l'eau une fois par mois en sortie de production, une fois par mois au point d'usage à risque et une fois par mois au retour de boucle. Vous voyez, c'est moins exigeant, bien que c'est dommage parce qu'on ne voit pas trop pourquoi. Le risque est même plus important chez les personnes âgées. Du point de vue technique, c'est tout aussi dangereux chez les personnes âgées. Mais ils ont voulu, comprenant qu'il y avait moins de moyens peut-être dans les établissements médico-sociaux, être plus tolérants. Aujourd'hui, la plupart des établissements ont mis en place des systèmes de surveillance automatique et permanents sur ce qui est le départ de boucle et le retour de boucle, parce que ça se fait en chaufferie et qu'on a là facilement accès au point de mesure. Donc ce sont des systèmes automatiques le plus souvent reliés à des systèmes informatiques qui vous permettent d'être alertés si ça se passe mal, ce qui est la meilleure solution, s'il y a des baisses de température brutales. Alors maintenant, pour ce qui est des prélèvements, voilà, les légionelles, pour les établissements sanitaires, fond de ballon analyse une fois par an. Alors, s'il y a plusieurs ballons, dans chacun des ballons, et au point les plus représentatifs également une fois par an, et point d'usage plus représentatif au retour une fois par an. Autrement dit, la campagne, elle est annuelle, et si cette campagne ne va pas bien, on fera bien sûr des contrôles ensuite avec des actions correctives. Pour les établissements médico-sociaux, c'est pareil, c'est une fois par an. Pour l'ensemble des points. Donc en gros, les campagnes d'analyse microbiologique, je dis bien campagne régulière, normale, attendue, c'est une fois par an. Ne le faites pas le 15 décembre, sinon vous allez passer Noël dans les réseaux. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Faites-le peut-être, sachez que vous avez les résultats en une dizaine de jours, même définitifs en une quinzaine de jours. Donc faites le calcul avec tout ça. Choisissez bien votre moment. Alors, qu'est-ce que l'eau froide? Je vous ai parlé d'eau froide. L'eau froide, réglementairement dans le décret du 11 janvier sur l'eau potable, en fait, c'est une eau inférieure à 25 degrés. Si vous êtes supérieur à 25 degrés, on dépasse déjà les normes donc, de l'eau froide, on va dire. Et donc, vous avez effectivement, c'est la température où peut commencer à proliférer la légionelle. Et ça arrive dans notre région en particulier, lorsque les réseaux d'eau froide sont exposés aux chaleurs du soleil, ou voilà, sous les parkings, etc., où il y a beaucoup de goudron qui accumule la chaleur. Donc il faut en être très, très attentionné là-dessus, parce que l'eau froide, alors moi je vous recommande de faire le jour où vous faites la campagne d'eau chaude sanitaire, vous faites aussi au moins un point d'eau froide, le point d'entrée, pour être sûr que vous n'avez pas déjà la légionelle au point d'entrée. Faites très attention aussi à toutes les installations qui pourraient faire mélanger l'eau chaude et l'eau froide, en particulier ces systèmes de douchettes qui, quand elles ne fonctionnent pas et qu'on laisse ouvert les robinets, sont des points de mélange, s'il n'y a pas de clapet anti-retour, de clapet qui empêche donc le retour d'eau, eau froide et eau chaude, sous chacun de ces points. S'il n'y a pas de clapet, eh bien, vous pouvez avoir, ce sont des points de mélange, et l'eau froide se mélangeant à l'eau chaude, eh bien, elle vous baisse la température tout en aval, dans tout le circuit en fait, d'eau chaude. C'est un des risques principaux. Après, autre risque particulier de plus en plus important avec l'été qui fait de plus en plus chaud, c'est les brumisateurs d'eau. Et ces brumisateurs sont alimentés en eau, soit en continu, branchés sur le réseau d'eau, soit sur des réservoirs. Il y a maintenant une réglementation précise qui régule l'utilisation. Et là aussi, il faut faire des prélèvements sur ces brumisateurs, sur l'eau qui alimente ces brumisateurs, même si c'est de l'eau froide, parce qu'il peut y avoir des accidents justement, l'eau n'est pas toujours froide.
des accidents liés à ces brumisateurs qui brumisent exactement le cas idéal de dispersion de légionelles dans l'air des patients avec le risque de respiration. Donc c'est vraiment des installations à risque élevé si elles sont contaminées par la légionelle. Elles ne devraient pas avec l'eau froide, mais l'eau n'est pas toujours froide, et surtout lorsqu'elle a beaucoup stagné, c'est un risque principal. Donc en cas de présence de légionelle dans le réseau, ce qui est recommandé, en premier lieu, c'est de mettre en sécurité les patients. Alors vous allez me dire, oui, il suffit de faire un choc, comme ça, le choc, ça veut dire on va vite, ça veut dire c'est brutal et c'est efficace. Sachez que quoi que vous mettiez dans l'eau, au moment où vous avez la légionelle dans le réseau, quoi que vous mettiez, la légionelle, elle se développe aux endroits où l'eau ne circule pas, donc ce que vous allez mettre, ça n'ira pas jusqu'au point où on a besoin que ça arrive, où l'eau stagne. Vous voyez, si vous avez un bras mort, c'est un bras où l'eau ne circule pas, vous pouvez mettre de la javel, de la température, tout ce que vous voulez dans l'eau, ça n'arrivera pas jusque là où il faut. Donc c'est pas vraiment la méthode la plus efficace. Le choc, c'est une méthode qui rassure le plus le directeur parce qu'il a fait quelque chose, il a payé, il a fait quelque chose, il a un résultat, voilà, mais en réalité, c'est une méthode qui n'est pas très efficace sur le coup et encore moins dans la durée, puisque vous n'avez pas réglé le problème, vous n'avez pas réglé le pourquoi il y avait les légionelles. Donc, quelques temps après, ça va revenir. Même si vous faites un contrôle 2 jours après, vous êtes content parce qu'il y a encore plein de produits dans le réseau, vous êtes content des résultats, mais en réalité, peut-être 10 ou 15 jours plus tard, vous êtes dans la même situation de départ. Donc, il faut d'abord sécuriser les patients et ce qu'on a de plus rapide, c'est de filtrer les points d'usage. Alors, peut-être pas tous, il y en a beaucoup. Vous déterminez quels sont les points qui vont être utilisés pour la douche. Donc, vous faites des points de douche sécurisés et vous envoyez les gens prendre la douche au point sécurisé par des filtres. Ou bien, si vous avez les moyens, vous filtrez les points de douche, la totalité. Ensuite, vous agissez sur la production d'eau pour corriger la température éventuellement si elle est trop basse de production, et surtout vous vérifiez la pompe de recirculation qui, vous avez vu, vous vous rappelez, c'est la pompe qui permet au système finalement de circuler, à l'ensemble du réseau de circuler. Cette pompe, si elle tombe en panne et si elle est unique, et si vous n'avez pas le relais, c'est le premier événement qui va vous entraîner dans tout le réseau une baisse immédiate de la température puisqu'il ne circule plus. Donc cette pompe, elle est vraiment critique dans votre système, il faut vraiment la surveiller de près, éventuellement la doubler au cas où elle tombe en panne, parce que ça peut aller très vite. En quelques heures, la légionelle peut commencer à s'installer. Ensuite, il faut agir sur le réseau en retirant les bras qui ne sont pas fonctionnels, qui ne fonctionnent plus, et en assurant l'équilibrage. Ça, c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'avant, vous avez mis en sécurité vos patients en définissant quels sont les usages de l'eau chaude précis pour vos patients. Et enfin, agir sur les terminaisons, ça c'est régulier, il faut le faire très régulièrement, détartrage et remplacement de ce qui ne fonctionne plus ou ce qui est trop abîmé. En conclusion, si vous voulez être en sécurité, il faut que l'eau circule d'abord, et ensuite vous la mettez à la température qu'il faut. Vous êtes sûr que puisqu'elle circule, la température est bien homogène sur l'ensemble de votre réseau. La température n'est que le reflet de la circulation, et c'est la circulation qui compte, et les opérations de choc n'atteignent pas les zones du réseau qui circulent mal. Voilà, alors pour en savoir plus, quelques références bibliographiques, en particulier le Haut Conseil de santé publique est très détaillé avec de nombreuses fiches, très techniques et très pratiques. L'arrêté du 1er février, que je vous ai annoncé comme étant vraiment l'arrêté législatif le plus fort auquel on est contraint. Et puis des éléments de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, les dossiers locaux auxquels j'ai emprunté certaines de ces images.